Merci beaucoup. Alors, je voudrais, lors des 2 prochaines séances, réfléchir, c'est le titre que j'avais annoncé, sur la question des origines de l'État, à partir de 2 auteurs scolaires, on pourrait dire peut-être trop scolaires, que sont Hobbes et Rousseau, mais j'essaierai de montrer pourquoi ils ne doivent pas être considérés comme si scolaires qu'on le pense habituellement, mais à partir de la question de l'anthropologie contemporaine, enfin de certains textes d'anthropologie contemporaine. En fait, la réflexion que je voudrais proposer est liée, un peu par hasard, à la publication d'un livre sur lequel je suis tombé l'an dernier, qui est ce livre Homo Domesticus. Alors, j'ai fait une petite bibliographie, hein. Donc là, je l'ai mis dans la petite bibliographie. Je pense que tout le monde a le document. Donc, qui s'appelle Homo Domesticus, c'est la traduction en tout cas en français, l'histoire profonde des premiers États. C. Scott, c'est un anthropologue américain qui veut montrer, en utilisant d'ailleurs moins des données anthropologiques qu'archéologiques dans ce livre, que finalement la sédentarisation, ce qu'on peut appeler la néolithisation, l'époque du néolithique, au Proche et au Moyen-Orient, en Mésopotamie, a été pour l'humanité source d'un grand malheur, puisque avec l'agriculture, avec la domestication des espèces végétales et animales, eh bien, c'est la naissance de l'État et la naissance d'un contrôle sur la population. Donc Scott essaye de déployer cette thèse, dont je reparlerai surtout la semaine prochaine en fait. Et en fait, il fait une sorte d'éloge du nomadisme. En tout cas, j'ai découvert à cette occasion qu'il existait un courant en anthropologie qui s'appelle l'anthropologie, alors c'est comme ça qu'elle s'appelle, en tout cas, enfin, qu'eux-mêmes s'appellent, l'anthropologie anarchiste. Alors il faut prendre ici le terme anarchiste en sens étymologique. C'est une anthropologie qui réfléchit sur arché, en grec c'est le pouvoir, le commandement, et le a au début, an, c'est un alpha en grec privatif, c'est l'absence de pouvoir. Alors, on peut dire que c'est une anthropologie qui réfléchit sur la manière dont certains peuples, d'une certaine manière, cherchent à se prémunir de l'existence d'institutions étatiques. Cherchent à éviter à tout prix l'institution d'État, d'un gouvernement, de loi, d'institutions étatiques. En ce sens-là, l'anthropologie anarchiste se distingue du grand courant de l'anthropologie du XXe siècle, qui est l'anthropologie structuraliste, qui s'intéresse aux sociétés de manière, comme on dit, synchronique, c'est-à-dire à un moment donné, non pas diachronique, c'est-à-dire dans le temps, et qui s'intéresse donc du coup à des sociétés où il y a déjà des institutions, et donc qui vont s'intéresser au sens des institutions, sans se demander, ce qui permet d'éviter la naissance chez certains peuples de ces institutions. En réalité, cette thèse n'est pas du tout nouvelle en fait en anthropologie, enfin nouvelle si on considère les années 2000-2010, puisqu'on la trouve déjà chez un auteur français qui est Pierre Clastres. Je l'ai mis également en bibliographie, c'est un texte célèbre qui s'appelle « La société contre l'État ». D'ailleurs, tout est dans le titre, hein, « La société contre l'État ». Donc il a cru repérer, Clastres, puisque ça a été plus ou moins critiqué quand même, cette tendance à lutter contre la naissance d'institutions étatiques chez des peuples d'Amérique du Sud. C'est un peuple des Andes. Mais ce courant n'est pas... en fait, il est plus anglo-saxon que français, en réalité, puisque le grand nom de l'anthropologie anarchiste, à part C. Scott, c'est Marshall Salins, dont je vais parler particulièrement aujourd'hui, qui est l'auteur de beaucoup d'ouvrages, mais notamment de ce livre qui s'appelle Âge de pierre, âge d'abondance, que j'ai mis également, qu'on trouve en poche. Et on peut citer également le nom, alors j'ai mis dans la bibliographie la constellation de l'anthropologie anarchiste. On peut citer le nom, là, pour le coup, de quelqu'un de la génération d'après, puisqu'en fait, donc Salins, C. Scott, donc Salins et C. Scott sont encore vivants, mais ils sont vraiment âgés. Clastres est mort jeune, et en fait, il est de la même génération que C. Scott et Salins. C'est-à-dire qu'ils ont publié leurs ouvrages dans les années 70. La génération plus récente, c'est David Graeber, qui s'est illustré dans le mouvement Occupy Wall Street, voilà, et qui a écrit un grand aux États-Unis, donc qui a écrit un livre sur l'histoire de la dette sur le temps long.
Alors, j'ai pas retenu les textes de Graeber qui ne concernent pas directement. Il est l'auteur aussi, vous savez, de cette thèse sur les bullshit jobs, des jobs à la con, enfin, voilà. Donc là, il ne fait pas un travail d'anthropologue du temps long, disons. Par contre, j'ai cité le travail qu'il a publié avec Salins, justement. Donc c'est là qu'on voit que les générations se sont croisées autour de ces thématiques. Alors, un livre qui n'est pas traduit, hein, qui est sur les rois, hein, On Kings. Et par ailleurs, il a écrit un petit traité qui s'appelle Pour une anthropologie anarchiste. Et pour compléter le tableau, puisque je ne vais pas multiplier les noms, mais je veux juste ici dresser un peu le tableau, les archéologues contemporains, certains archéologues contemporains s'intéressent particulièrement à ces questions-là. Et on peut citer en France le cas de Jean-Paul Demoule, qui, notamment, j'ai mis ce petit livre qui est intéressant, qui s'appelle Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, où il s'intéresse justement à l'invention de l'agriculture, l'invention de l'État, l'invention de tout un ensemble de phénomènes culturels. Donc Demoule a préfacé le texte de Siscott, James Siscott. Il en a le préfacier. Et du coup, il retrace, il fait la présentation de cette constellation. Alors, en lisant une partie de ces textes, que ce soit Salins ou Siscott, on s'aperçoit finalement que derrière cette scène assez peu familière, finalement, qu'on a fait des études d'histoire de la philo, puisqu'en France, les études d'histoire de la philosophie ont assez peu de lien avec les sciences humaines, pour être honnête, assez peu de lien avec l'anthropologie, sinon les Lévi-Strauss, mais et encore. En tout cas, ils n'ont aucun lien avec l'archéologie, ce qui est bien dommage. Donc, quand on fait des études un peu classiques d'histoire de la philosophie, ces noms-là sont un peu ésotériques. Derrière cette scène peu familière, finalement, eh bien, se joue une scène plus familière pour ceux qui ont fait l'histoire de la philosophie. C'est les auteurs dont je parlais dès le début. C'est la présence, en fait, de Hobbes et de Rousseau. Ces deux grands philosophes politiques, de la philosophie politique moderne, qui, en fait, sont relativement présents, je ne dirais pas omniprésents, mais qui sont très présents dans les textes, que ce soit ceux de Salins, de Siscott peut-être un peu moins, de Clastres, par exemple. Donc en fait, ça devient tout de suite intéressant quand on fait un peu de philosophie. C'est cette confrontation entre l'anthropologie contemporaine et l'archéologie, et ces philosophes de politique moderne. On pourrait dire, pour les regrouper, mais on fera bien des distinctions entre les deux, ce sont des philosophes du pacte social. Ce sont des philosophes qui pensent la politique à partir de la notion de contrat. On verra toutes les implications que ça peut avoir. Alors, juste un petit mot là-dessus. Quand on lit l'ouvrage de Siscott, j'en ai fait une très brève présentation, on est forcé de songer au second discours de Rousseau, donc celui que j'ai mis, le discours très connu de Rousseau, sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Précisément, Rousseau tente de penser le passage historique d'une société de chasseurs-cueilleurs, on pourrait dire, s'il ne le dit pas ainsi, à une société néolithique, c'est-à-dire sédentaire, qui développe la culture et qui instaure des structures étatiques. Donc au fond, le schéma n'est pas si éloigné, même si la documentation archéologique n'est pas du tout la même, il n'y a pas de documentation archéologique chez Rousseau, mais la structure est assez intéressante puisque au fond il y a un dialogue qui se noue entre les deux. Quand on regarde de plus près ce qu'écrit Salins, notamment dans Âge de pierre, Âge d'abondance, on s'aperçoit de l'importance de la figure de Hobbes. Même si c'est une sorte de contre-modèle, d'une certaine manière, Salins veut s'extraire de la pensée hobbesienne, mais fût-ce à ce titre-là, finalement, Hobbes est extrêmement présent. Donc on peut dire que cette anthropologie anarchiste s'engage dans une explication avec Hobbes, tout en tâchant de réexaminer finalement les aspects de la pensée rousseauiste. Alors si on va un tout petit peu plus loin, et pour préciser un peu les choses, on peut dire que prédomine l'idée que Hobbes, c'est ça en tout cas, quand on lit Salins, on a vraiment cette impression-là, que Hobbes en fait a toujours déjà gagné la bataille, d'une certaine manière. La confrontation, notamment la confrontation entre Hobbes et Rousseau. Et que la pensée politique et anthropologique finalement occidentale serait complètement dépendante de la conception hobbesienne de la nature humaine et de l'origine de l'État, du fondement de l'État, ce qui justifie en fait son existence. Pour illustrer ça, j'ai mis cette phrase de Salins, dans l'exemplier, c'est le texte 1.
C'est un extrait de ce petit livre qui complète assez bien d'ailleurs l'autre, un Âge de pierre, Âge d'abondance, qui s'appelle La nature humaine, une illusion occidentale. Je crois qu'il se trouve plus. C'est vrai. Mais non, je l'ai. Donc vous avez la chance, du coup il y a une citation. Qu'est-ce que dit Salines dans un passage, alors j'ai coupé un peu, mais il dit que l'idée rousseauiste d'une nature qui serait pure et d'une culture décadente, donc on verra la semaine prochaine que c'est le mouvement effectivement que décrit Rousseau dans son second discours, donc une nature qui serait pure et d'une culture décadente, a toujours été secondaire par rapport à son pendant hobbesien dans l'histoire de l'Occident, ou plutôt elle l'a suivi comme son ombre, tout comme le péché originel évoque le jardin d'Éden. Donc il y aurait une sorte de victoire d'emblée de Hobbes dans la pensée occidentale. Il exprimerait, ce serait l'expression même de la pensée occidentale, de la pensée politique occidentale, Hobbes, aux dépens peut-être de Rousseau. Alors d'ailleurs, au passage, si on s'arrête 2 minutes sur cette citation, cette référence assez intéressante au péché originel au jardin d'Éden. En réalité, cette phrase entretient beaucoup de liens avec leur thèse, puisqu'au fond, le jardin d'Éden, c'est la société paléolithique, c'est une société, pour aller vite, en enlevant le sens spirituel du texte, c'est une société de chasseurs-cueilleurs, de cueilleurs peut-être, je ne sais pas s'ils chassent beaucoup, et Ève a peut-être cueilli un peu trop, mais... en tout cas elle a cueilli. Et donc c'est une société, on pourrait dire, de chasseurs-cueilleurs, tandis que, évidemment, quand le péché originel advient, et que Dieu punit Adam et Ève, il leur dit qu'ils devront travailler la terre. Et donc évidemment c'est un texte qui est écrit dans une perspective sédentaire, d'élevage et surtout d'agriculture. Et évidemment c'est associé à une souffrance. Et il se trouve que précisément Salines dans cet ouvrage, alors ça fera un lien intéressant avec ce que Yves développait comme réflexion sur le travail la semaine dernière. Il développe une thèse intéressante, Salines, dans Âge de pierre, Âge d'abondance. C'est l'idée que l'économie paléolithique, disons, donc l'économie des chasseurs-cueilleurs, est une économie qu'on considère habituellement comme une économie de subsistance, comme on dit, c'est-à-dire extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'avec cette image que les chasseurs-cueilleurs devaient passer leur journée entière à essayer de subvenir à leurs besoins, dans une souffrance et toujours dans un état très proche de la faim, et donc dans une grande précarité. Et précisément, alors le titre est un peu provocateur, Salines développe l'idée que, en fait, ce sont des sociétés d'abondance, une société paléolithique. Alors, ce qu'il entend par société paléolithique, dans le titre, il y a Stone Age, c'est également les sociétés actuelles, les peuples actuels qui vivent sur un mode de chasseurs-cueilleurs. C'est ça qu'il décrit, c'est ça son matériel anthropologique. C'est les peuples qui ne veulent pas, alors pour lui ne veulent pas, développer l'élevage et le développement de l'agriculture. Et pourquoi est-ce qu'il parle d'âge d'abondance ? Évidemment, le sens d'abondance change un peu de signification. Il montre, avec beaucoup de documents à l'appui, que ces sociétés travaillent très peu en réalité, enfin travaillent peu, volontairement. C'est-à-dire que, on pourrait réfléchir sur le temps de travail, ce sont des sociétés où on travaille en moyenne 3-4 heures par jour. Donc ramener une semaine, vous voyez à peu près. Et encore, ce sont des sociétés où tout le monde ne travaille pas. C'est qu'une partie de la population, de la société qui travaille. Donc il y en a certains qui ont ce rôle-là. Et avec beaucoup de pauses, on montre Salines. Donc en réalité, ce n'est pas un travail intense. Et qu'est-ce que montre Salines ? Il dit, finalement, avec moins de travail que nos sociétés sédentaires, qui ont développé l'agriculture, la culture, etc., eh bien, on parvient sans problème à nourrir, à subvenir aux besoins. Sinon, ils travailleraient plus, tout simplement. C'est pour ça qu'il appelle ça une société d'abondance. Ils ne sont pas au maximum de leur potentiel de travail. Et ils ne veulent pas être au maximum de leur potentiel de travail. Il y a surtout cette idée chez Salines qu'ils ne veulent pas l'être. Donc voilà l'idée. Et donc, ça, en fait, vous voyez, ça rejoint en fait la thèse de C. Scott, qu'on verra plus la semaine prochaine. C'est que, d'une certaine manière, l'agriculture représente une forme de choix, et sans doute un choix négatif. C'est là, on voit là ce point commun entre deux anthropologues anarchistes. Il y a une remise en cause des sociétés de travail telles que nous. Et le malheur lié à la sédentarisation.
Alors là, c'était simplement une parenthèse pour vous présenter la thèse de Salins, parce qu'en fait, je ne vais pas vraiment développer cette thèse-là. Ma question ne va pas porter sur le travail lui-même, mais va porter sur certains aspects plus précis du livre. Alors du coup, quelle question on va se poser dans cette séance? On va se demander, au fond, quel est le cadre, alors pour revenir à Hobbes, quel est le cadre théorique mis en place par Hobbes, et qui semble déterminer ainsi la pensée politique occidentale. Qu'est-ce que Hobbes a de si important pour qu'il finalement en vienne à incarner cette pensée politique occidentale et avoir déjà gagné la bataille finalement? Et plus précisément, sur quelle conception de la nature humaine, donc au fond on va discuter de cette question de la nature humaine, sur quelle conception de la nature humaine est-ce qu'il fait reposer, Hobbes, sa théorie de l'origine de l'État? Alors du coup, j'annonce du coup un peu comment vont s'organiser les deux séances. Dans la première séance, donc celle d'aujourd'hui, on va examiner et discuter ce problème de la nature humaine et l'articulation entre l'anthropologie, c'est-à-dire un problème de la nature humaine, et la politique, autour de trois penseurs. Alors bien sûr celui que je viens de citer, Hobbes, Salins, la manière dont Salins lui-même interprète les choses, et peut-être critique au fond, et entre Hobbes et Salins, un moyen terme, on pourrait dire, un auteur qui joue le rôle de moyen terme dans Âge de pierre, Âge d'abondance, qui est Marcel Mauss. Donc lui aussi j'ai mis en bibliographie, laissé sur le don. Marcel Mauss qui est considéré comme le fondateur de l'anthropologie française. C'était le neveu de Durkheim, celui qui a fondé, un des fondateurs de la sociologie, en particulier de la sociologie française. Donc on s'intéressera à ce trio, on pourrait dire Hobbes, Salins, Mauss. Et la semaine prochaine, donc dans la deuxième séance, on parlera davantage de Rousseau et du second discours, et de la thèse de C. Scott, du coup, en rapport avec ce que développe Rousseau. Et du coup, ça nous permettra de mesurer l'écart entre Rousseau et Hobbes, justement, qui était suggéré par la citation de Salins dans le texte. Voilà. Voilà le programme si vous l'acceptez. Je vais faire cette pierre parce que je n'ai pas d'autre chose. Donc, commençons par regarder ce que Hobbes développe comme théorie. Alors là, je sais que certains le savent, je suis navré. ça va être des rappels, mais je pense que ça peut être utile de reposer tout ce cadre. Alors Hobbes également, j'ai mis en bibliographie le titre de son grand ouvrage. C'est pas le seul d'ailleurs, écrit par Hobbes. Son grand ouvrage a un nom un peu mystérieux, puisqu'il s'intitule cet ouvrage Le Léviathan. Donc il porte le nom d'un monstre biblique. Donc il faudra bien voir pourquoi. Hobbes a vécu au XVIIe siècle, c'est un auteur du XVIIe siècle. C'est le strict contemporain de Descartes. Et il est également contemporain des guerres de religion, ce qui a évidemment toute son importance quand il écrit le Léviathan. Les guerres de religion qui frappent le Royaume-Uni. C'est un auteur anglais. Je signale au passage qu'il existe alors normalement c'est un gros ouvrage, le Léviathan. Il existe ce choix de texte en G.F. Flammarion. Donc c'est une sélection des deux premières parties du Léviathan, qui sont en fait généralement les deux parties qu'on lit. On ne lit pas la troisième et quatrième partie en général, qui sont des parties extrêmement longues où il discute des textes bibliques, pour bien les critiquer d'ailleurs. Donc souvent on lit les deux premières parties. Alors ça a son importance, ces deux premières parties, de savoir à quoi elles correspondent, puisque la première partie est une partie anthropologique, donc, elle s'intitule De l'homme. Donc Hobbes va essayer de décrire ce qu'est l'homme dans tous ses aspects. Et la deuxième partie s'appelle De la République. Donc c'est à partir du début de cette deuxième partie qu'il regarde comment l'État est institué. Alors, dans la République, il faut faire attention, ce n'est pas un texte républicain, au sens où on l'entend habituellement de manière contemporaine. République, ici, c'est une traduction de Commonwealth. C'est le pouvoir commun, mettons, la chose commune. Littéralement, res publica, la chose commune. Donc on peut dire plutôt en fait, de l'État, d'une certaine manière. Hobbes, c'est tout sauf démocrate. Et donc, ce qui va nous intéresser, au fond, c'est ce qui intéresse souvent chez Hobbes, c'est le passage de la première à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on passe d'une description de l'homme, d'une nature humaine, d'une certaine nature humaine, à l'institution de l'État, puisqu'évidemment, l'un dépend de l'autre. Il faut bien voir que ça aura son importance,
que Hobbes, le grand modèle de Hobbes, c'est Euclide, c'est les éléments d'Euclide, les éléments de géométrie, donc tout doit être déduit. Tous les éléments doivent être déduits les uns des autres. On part des éléments les plus simples, la description humaine dans sa simplicité, et on doit déduire chaque chose. Donc en fait, le Léviathan, c'est une suite, ça se dit très bien d'ailleurs, c'est très clair, c'est une suite de définitions, et Hobbes déduit de ces définitions, par exemple, comment l'État doit être institué. Donc c'est une suite de définitions et de déductions. Alors, le tour de force de Hobbes, au fond, c'est d'imaginer ce qu'est ce qu'il appelle l'état de nature. Ça, c'est au fond une invention de Hobbes, qui sera reprise par la philosophie politique moderne d'une manière générale. Chez d'autres auteurs, on trouve l'état de nature. On en parlera chez Rousseau, mais on trouve ça déjà chez Locke. Ensuite, après Hobbes, on trouve ça chez Locke. On trouve ça d'une certaine manière chez Spinoza. Alors, c'est quoi l'état de nature? Ce qu'il appelle l'état de nature, c'est un état dans lequel la nature humaine est livrée à elle-même, d'une certaine manière. C'est un état qui est complètement indépendant de l'existence sociale et politique, puisque dans l'état de nature, les institutions n'existent pas. Donc Hobbes fait cet effort d'imaginer cette situation dans laquelle on a enlevé, l'État n'existe pas, les institutions politiques n'existent pas. D'ailleurs, Salins, qui est un grand commentateur de Hobbes, fait des remarques vraiment très pertinentes, très intéressantes. Il remarque qu'en fait, tout l'effort de Hobbes consiste, là je cite, à chercher ce qu'est la nature derrière l'apparence des choses. Alors, pourquoi il dit ça, Salins? Parce que, effectivement, ça demande un grand effort, ici pour le philosophe, pour imaginer cela, puisque nous avons affaire en général à des hommes dans des institutions. Notre expérience, c'est de faire l'expérience d'une société instituée, derrière un État, sous un État. Et donc, il faut faire ici l'effort d'imaginer ce que pourraient être les choses en faisant abstraction de cet état, si on devait le gommer d'une certaine manière. En fait, l'état est toujours déjà là, en fait, c'est l'expérience qu'on fait. Et donc, il faut essayer d'imaginer. Alors, évidemment, on n'imagine pas, l'expérience est réelle quand il s'agit, par exemple, d'une guerre ou d'une guerre civile, pour le coup. Et Hobbes imagine ce genre de... L'état de nature peut revenir si évidemment les institutions devaient, par la guerre par exemple, disparaître. C'est pas quelque chose... Alors, du coup je peux le dire dès maintenant, pour Hobbes, l'état de nature, c'est pas quelque chose qui appartient au passé du tout. C'est pas une phase historique. C'est pas un état préhistorique précisément. On verra d'ailleurs la différence avec Rousseau, puisque Rousseau a une vision historique des choses. Pas Hobbes. Pour Hobbes, l'état de nature, c'est un état qui est toujours possible dès lors que les institutions disparaissent. C'est un état qui est toujours imaginable. Mais effectivement, dans la situation courante, puisqu'on a affaire à des États et une société organisée, ça demande un effort d'imagination, particulièrement important. Conséquence de ce que je viens de dire d'ailleurs, la nature humaine ne disparaît jamais. C'est-à-dire que la nature humaine, c'est bien pour ça que l'état de nature peut toujours réapparaître, la nature humaine n'est pas changée par l'existence de l'État. Autre grande différence, on le verra avec Rousseau, la nature humaine persiste. Simplement qu'elle est, on pourrait dire, atténuée. On verra que les effets de la nature humaine sont atténués par l'existence d'institutions. Mais en soi, la nature humaine persiste. Elle n'est jamais changée, profondément changée. L'homme reste ce qu'il est. Alors allons un peu plus loin dans cette question de l'état de nature, dans sa description. Le chapitre central dans le Léviathan, c'est le chapitre 13. C'est vraiment un des plus importants, puisque c'est l'un des derniers donc, de l'anthropologie de Hobbes. Et là, un des chapitres où il tire les conséquences de tout ce qu'il a vu auparavant et où il met en place donc, du coup, le tableau de cet état de nature. Donc il met en place toutes les données du problème, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que note Hobbes? D'abord, il note l'idée qu'il y a une égalité des hommes à l'état de nature. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Hobbes va insister, c'est une donnée très importante du problème, sur le fait que tous les hommes sont égaux, à la fois d'un point de vue physique et du point de vue des facultés de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne veut pas dire que dans les faits, il y a une stricte égalité. Je vois Nathalie agir. Il n'y a pas une stricte égalité. C'est plutôt que les différences sont neutralisables. C'est tout à fait la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, une différence physique ne sera jamais, pourra toujours être compensée par, mettons, le fait de s'armer.
Et donc, on ne peut pas imaginer d'homme définitivement plus fort qu'un autre, définitivement plus puissant qu'un autre. Et du même du point de vue des facultés de l'esprit. C'est-à-dire qu'il dit que dans une situation de danger, par exemple, nous serons tous aussi à peu près rusés pour essayer de s'en sortir. Au fond, les différences vont se neutraliser au fond, dans certaines situations. Donc, évidemment, il y a des différences qui existent, mais elles sont finalement, au regard finalement de ce qui importe, les différences sont tout à fait neutralisables pour Hobbes. Et il ajoute à cela un cocktail, je dirais, explosif. Il va indiquer que l'homme est soumis en fait à trois passions. Dans le langage classique, au fond, c'est trois sentiments essentiels. Trois passions qui sont la rivalité. On peut dire également, d'une certaine manière, le désir de possession. Mais lui, il le décrit d'abord comme rivalité. Donc, pour lui, c'est une donnée fondamentale de l'anthropologie. L'homme est un être désirant, et en particulier, le fait qu'il soit un être désirant le fait rentrer en rivalité avec d'autres. Alors là, on ne peut que penser... c'était ça le Yves qui parlait de René Girard la dernière fois, évidemment. Ceux qui connaissent peut-être un peu les thèses de René Girard. Donc là, pour le coup, c'est un anthropologue de la fin du XXe, il a vécu très longtemps, mais du XXe siècle, qui insiste sur le désir mimétique. L'idée que l'homme est constitué par, non pas d'ailleurs le fait de désirer un objet, au fond ce qui importe c'est pas le fait de désirer un objet, c'est de désirer ce que le rival est. En fait on désire toujours l'être du rival et pas l'objet. Et au fond on trouve un peu cette structure chez Hobbes, l'idée que très rapidement les hommes vont rentrer en rivalité parce que tout simplement ils vont désirer le même objet. Deuxième passion qui vient renforcer tout cela, c'est la méfiance. Évidemment, si vous craignez la rivalité des autres, eh bien, vous allez vous défier des autres, vous allez vous méfier. Donc, passion qui domine l'alternative, deuxième passion, c'est la méfiance. Et puis, il rajoute un troisième élément, mais finalement les deux autres suffiraient, c'est la fierté. Hobbes indique que les hommes sont fiers. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a des accents très modernes, parce que la philosophie politique contemporaine du XXe siècle, c'est beaucoup intéressé à la question de la reconnaissance. Notamment un courant qui s'appelle l'école de Francfort. C'est beaucoup intéressé à cette question de la reconnaissance. Et bien, Hobbes va insister dessus. Il indique que les hommes ont besoin de reconnaissance, d'être reconnus par les autres, autant qu'ils s'estiment eux-mêmes. Donc ils ont besoin d'être estimés par les autres, autant qu'ils s'estiment eux-mêmes. Et donc, tout signe envoyé par autrui qui serait une absence de reconnaissance est source d'une potentielle querelle. Un mot mal placé, un regard mal interprété, effectivement qui défie l'autre personne, eh bien, c'est à cause de querelle. Donc, si vous voulez, les trois passions que je viens de décrire sont, comme je viens de le dire pour la fierté, sont trois causes de conflit. Donc, la logique même de ce que déploie Hobbes ici, c'est que ces passions mènent à la guerre, d'une certaine manière, au conflit. Et l'idée générale de Hobbes, c'est que l'homme est un animal qui n'est pas par nature sociable. C'est un être qui est par nature, au contraire, hostile aux autres. Voilà, il faut bien voir que la grande figure à laquelle il s'oppose, on peut dire qu'en fait le grand adversaire de Hobbes dans l'histoire, c'est au-delà bien sûr de Rousseau, qui n'est bien sûr pas connu, c'est Aristote, le grand contre-modèle. Hobbes était un grand lecteur d'Aristote. Aristote soutient l'idée que l'homme est par nature sociable. C'est un animal politique, l'homme, c'est un animal sociable. Eh bien, Hobbes prend immédiatement le contre-pied d'Aristote, et il a cette formule très célèbre sur laquelle l'homme est un loup pour l'homme. Qu'il reprend un auteur latin, Plaute, donc ça, on peut dire que ça illustre, pour aller un peu vite, son anthropologie. Alors du coup, on peut, c'est bien de partir aussi un peu de texte, pour regarder du coup le texte 2, qui est un texte important, qui vient de ce chapitre dont je viens de parler. Alors on va retrouver quelques éléments que je viens d'évoquer, mais on va en rajouter d'autres. Alors je le dis rapidement, si deux hommes désirent la même chose, alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis. Voilà la situation de rivalité. Et dans leur poursuite de cette fin,
qui est principalement leur propre conservation, mais parfois seulement leur agrément. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ce désir de possession, c'est pas seulement une question de besoin, ça peut être parfaitement un désir de possession qui va au-delà du besoin. Il s'étend bien au-delà. Chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. Et de là vient que, là où l'agresseur n'a plus rien à craindre que la puissance individuelle d'un autre homme, on peut s'attendre avec vraisemblance, si quelqu'un plante, sème, bâtit ou occupe un emplacement commode, à ce que d'autres arrivent tout équipés, ayant uni leurs forces pour le déposséder, et lui enlever non seulement le fruit de son travail, mais aussi la vie ou la liberté. Et l'agresseur, à son tour, court le même risque à l'égard d'un nouvel agresseur. Du fait de cette défiance de l'un à l'égard de l'autre, il n'existe pour nul homme aucun moyen de se garantir qui soit aussi raisonnable que le fait de prendre les devants. Autrement dit, de se rendre maître, par la violence ou par la ruse, de la personne de tous les hommes pour lesquels cela est possible, jusqu'à ce qu'ils n'aperçoivent plus d'autre puissance assez forte pour le mettre en danger. Il n'y a rien là de plus que n'en exige la conservation de soi-même, et en général, on estime cela permis. Il apparaît clairement par là qu'aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. Car la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et dans les combats effectifs, mais dans un espace de temps où la volonté de s'affronter en des batailles est suffisamment avérée. Là, ce texte est particulièrement optimiste, du coup. Alors, on peut repérer quelques éléments importants dans le texte. Donc, on retrouve cette idée de rivalité. Il y a un argument qui, des fois, on passe un peu vite dessus, et pourtant, il a toute son importance. C'est l'argument qui est plutôt dans la première partie du texte, qui est en fait l'argument des alliances. En fait, tout le but de Hobbes, c'est de montrer que cet état de nature ne peut être qu'instable. Il ne peut pas y avoir de stabilité, d'équilibre, disons, dans cet état de nature. Et on pourrait dire, après tout, qu'un équilibre facile à trouver serait de dire que le plus fort domine. Après tout, le pouvoir du plus fort mettrait tout le monde d'accord. Le plus puissant domine. L'argument de l'alliance permet à Hobbes de contrecarrer cet argument-là, puisque si on peut toujours imaginer une alliance qui vient détrôner celui qui était momentanément le plus fort, et donc personne n'est définitivement le plus fort. Personne ne peut se considérer comme définitivement le plus puissant. Donc l'argument de l'alliance, alliance qui elle-même, il faudra parier que l'alliance elle-même va se dissoudre, aussi rapidement qu'elle a été faite, le désir de possession reprendra le dessus au sein de l'alliance, et donc il y aura sans doute une alliance plus forte qui va profiter de la faiblesse de la première alliance, etc. Vous voyez, c'est un jeu sans fin qui crée une instabilité profonde. Ça, c'est cet argument de l'alliance qui est tout à fait important. Et on revient, du coup, on retombe dans l'argument de l'égalité. Le deuxième point que je voulais souligner ici, c'est la place que Hobbes accorde à la raison. Puisque pour l'instant, en fait, j'ai parlé des passions humaines, mais pour Hobbes, l'homme est aussi un être de raison. Dans ce sens-là, on pourrait dire qu'il n'est pas en désaccord avec Aristote qui dit que l'homme est un animal rationnel, un animal raisonnable. Sauf que Hobbes définit la raison d'une manière, on pourrait dire, très restrictive. La raison chez Hobbes, c'est une faculté de calcul. C'est une faculté de calcul, on rapporte des moyens à une fin. C'est-à-dire, si je veux obtenir tel objectif, eh bien, je dois mettre en place tel moyen. Autrement dit, il n'y a pas du tout de valeur morale derrière cette idée-là. C'est-à-dire, si je veux atteindre un but qui peut être un but moralement déplorable, eh bien, je vais utiliser ma raison pour voir à quel moyen je peux y parvenir. Donc c'est neutre. Disons, la raison est absolument neutre chez Hobbes. C'est simplement un outil de calcul, ce que veut dire d'ailleurs ratio en latin, c'est calcul, le rapport. C'est pas... ça ne suppose pas chez Hobbes l'idée que l'homme serait un animal rationnel, donc qu'il lutterait contre ses passions. Pas du tout. Et d'ailleurs, chez Hobbes, la raison va aller dans le même sens, d'une certaine manière, que les passions. C'est ça, finalement, aussi, un tour de force de Hobbes. Bien, finalement, certes, l'homme est un être de raison, c'est un animal rationnel, mais au fond, c'est pour mieux, en tout cas à l'état de nature, c'est pour mieux aller dans le sens de ses passions. Et pourquoi? Alors, eh bien, on le voit dans le texte, en fait, la passion qui va être importante ici, c'est celle de défiance, en fait, celle de méfiance. Puisque ce que Hobbes a expliqué, c'est que, au fond, chacun a intérêt, rationnellement, à faire la guerre aux autres. Ni plus ni moins. Ce n'est pas qu'une question de passion, c'est une question également de rationalité. Alors pourquoi? Eh bien parce que... alors c'est là que Hobbes est, je crois, plus subtil.
ne crois pas qu'il ait finalement une image de l'homme extrêmement monolithique, c'est-à-dire qu'il fait bien des différences entre, c'était d'ailleurs notre discussion un peu à partir de ce que tu disais sur Kropotkin en début d'année. Pour le coup, Hobbes montre bien qu'il y a certains hommes, certains êtres humains qui ont un désir de possession plus élevé que les autres, qui ont certaines passions plus fortes que d'autres, et il y a ceux qui l'appellent modérés. Donc il y a des modérés qui ne cherchent pas particulièrement à posséder ce que possèdent les autres, en tout cas qui vont moins chercher cette possession-là. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une situation où il y en a certains, une minorité peut-être même, qui veulent s'en prendre à vos biens et à votre personne, eh bien très rationnellement, vous allez vous défendre. Et donc rationnellement, même les modérés vont rentrer dans la danse d'une certaine manière. Même les modérés vont se mettre à s'armer s'ils n'étaient pas armés, et même à prendre les devants. C'est exactement ce qu'il explique. Il n'existe pour nul homme aucun moyen de se garantir qu'il soit aussi raisonnable que le fait de prendre les devants. Donc on dit là, on est vraiment face à un état d'hostilité généralisée, que ce soit d'abord à cause des passions, mais également à cause de la rationalité humaine. Cet outil de calcul qui fait dire que si on veut survivre, eh bien, il va peut-être falloir devenir agresseur à son tour, alors même qu'on n'avait pas forcément le désir de l'être. C'est pour ça que je disais finalement que la raison renforçait l'effet des passions, au moment de les freiner. Alors du coup, troisième point que je voulais voir sur ce texte, c'est que, qui va être beaucoup discuté par Saline, c'est pour ça que j'insiste un peu dessus, Hobbes va appeler droit de nature, donc il va donner ce nom de droit de nature, ce qu'on dit dans le texte du coup. Alors qu'est-ce qu'il appelle droit quand il dit c'est permis, au fond, en général on estime cela permis. Alors qu'est-ce qu'on estime permis? Qu'est-ce qu'on reconnaît comme droit aux individus? Eh bien on leur reconnaît comme droit de faire tout ce qui est en leur pouvoir, tout ce qui est en leurs moyens finalement, pour protéger leur existence et leurs biens. Donc à utiliser sa raison finalement pour se protéger, pour protéger sa vie et ses biens. Alors je voudrais juste faire une remarque ici, pour devancer une critique de Salins. D'une dernière, je vais me faire un peu l'avocat de Hobbes aujourd'hui. Il me semble que Salins critique la notion de droit, l'usage de droit, on verra pourquoi plus tard. Mais ici, je crois que le terme de droit ne doit pas nous tromper. C'est pas un droit juridique, ça c'est certain, puisqu'il n'y a pas d'État. Donc là, l'affaire est réglée. Le droit de nature, c'est pas un droit politique, c'est pas un droit législatif. Puisqu'il faudrait pour ça un État et qu'on suppose son inexistence ici. Donc le droit de nature n'est pas un droit juridique. Et c'est ça ici que le débat pourrait exister, au fond c'est pas un droit moral non plus. Je crois que ici Hobbes ne moralise absolument pas la question. Je dirais que c'est un droit qui constitue le principe même du vivant. En fait je crois que ça ne concerne pas du tout l'homme en fait uniquement, ça concerne tout animal qui veut préserver son existence. Et tout animal veut préserver son existence. Pour Hobbes, les choses sont très claires. Il y a une volonté de survie. Et en ce sens-là, on peut parler de droit. Mais le droit ne fait que décrire, il n'est pas normatif ici. C'est-à-dire, ce n'est pas une norme qu'on impose. Enfin, les êtres doivent, on ne sait pas qui d'ailleurs imposerait ce droit-là. Non, c'est un droit purement descriptif. Les êtres vivants veulent préserver leur vie. Donc ici, le terme de droit, c'est plus une image qu'autre chose. Donc quand il parle de droit de nature, on pourrait discuter ça, c'est peut-être hautement discutable ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'on peut défendre cette idée-là. Je crois en tout cas que Hobbes ne fait absolument pas de morale ici. D'une manière générale, Hobbes n'est vraiment pas un moraliste. Par contre, on peut dire que c'est un naturaliste, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la question de la nature, et en ce sens-là, la nature n'est pas affaire de normes. C'est pour ça que je récuserais les termes d'éthique, y compris chez Kropotkin, par exemple. Alors, en fait, ce droit de nature, qui est en fait une liberté, il faut bien comprendre ça comme une liberté, au fond, c'est la liberté qu'a chacun de se défendre, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour se défendre. Il faut bien voir qu'il est possédé par tous, évidemment. Et donc, ça nous mène à la conclusion du texte que l'état de nature, c'est un état de guerre de chacun contre chacun. Formule extrêmement célèbre, formule de guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun. Qui est du coup la conséquence directe de la structure de l'humanité, de la constitution de l'humanité.
Alors, il faut bien quand même souligner une chose, c'est que pour Hobbes, il y a une tendance inverse chez l'homme également. Il y a des passions qui joueraient un rôle inverse. Alors, on a vu toutes les passions, on pourrait dire centrifuges, celles qui empêchent toute société de se constituer. Il y a des passions, je ne sais pas si on peut les appeler du coup centripètes, en tout cas, qui sont favorables à l'existence d'une société. Alors c'est quoi ces passions? Il y en a une par-dessus tout, évidemment c'est logique, hein, c'est la crainte de la mort. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que cette crainte de la mort nous fait est une passion inverse, on pourrait dire, par rapport à toutes celles qu'on a décrites? Eh bien parce que il est très clair que l'état de nature, l'état de guerre de chacun contre chacun, est un état défavorable pour tous. Bon, puisque personne ne peut espérer être le plus fort longtemps. Il y a toujours la menace d'une alliance qui viendrait détrôner celui qui domine à un moment donné. Et donc, Hobbes dit très bien les choses. Hein, dans l'état de nature, on ne peut pas espérer vivre aussi longtemps que la nature l'aurait permis sinon. On meurt rarement de sa mort naturelle, disons, dans l'état de nature. Donc finalement, si cette passion existe très forte de la crainte de la mort, et qui est la même d'ailleurs qui nous pousse à utiliser tous les moyens pour se défendre, évidemment, eh bien, ça va avoir tendance, et Hobbes rajoute qu'on a aussi le désir de donner une vie agréable au passage, bon, ça va avoir tendance à nous pousser à mettre fin à cet état de guerre. Donc il y a quelque chose qui nous pousse au fond vers la paix. La paix est souhaitable pour vivre tout simplement plus longtemps et vivre de manière plus prospère. Et du coup, la raison va là aussi, d'une certaine manière, jouer son rôle. La raison, pour Hobbes, va calculer quels sont les moyens, enfin, il va essayer de déterminer quels sont les moyens pour permettre d'arriver à la paix. Et à partir de là, Hobbes va en déduire un certain nombre de règles. Alors on peut les qualifier de morales, même si en fait je pense qu'il ne faudrait pas non plus les appeler morales ici. Ce qu'il appelle des lois de nature. Alors, si on étudie de près, mais il n'y aura pas d'interro la prochaine fois. Il ne faudrait pas confondre droit de nature et loi de nature. Bon. Les lois de nature, ce sont toutes les règles qui nous permettent de maintenir un état de paix. On dit de mettre un terme à l'état de guerre. Alors, on peut regarder par exemple le texte 3, hein, qui... alors, Hobbes, dans tout le chapitre 14 et le chapitre 15, donne toute une liste des lois de la nature. Et là, on a affaire à la première loi de la nature, qui va plus ou moins reprendre dans ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que l'état de l'homme, comme il a été exposé dans le précédent chapitre, est un état de guerre de chacun contre chacun, situation où chacun est gouverné par ses propres motifs et qu'il n'existe rien dans ce dont on a le pouvoir d'user qui ne puisse éventuellement vous aider à défendre votre vie contre vos ennemis, il s'ensuit que dans cet état, tous les hommes ont un droit sur toute chose, et même les uns sur les corps des autres. Le droit de nature dont on vient de parler, c'est un droit qui s'exerce sur toute chose. Et comme il est réciproque, tout le monde a un droit sur soi. On peut bien voir ça. C'est pourquoi, aussi longtemps que dure ce droit naturel de tout homme sur toute chose, nul, aussi fort ou sage fut-il, ne peut être assuré de parvenir au terme du temps de vie que la nature accorde ordinairement aux hommes. En conséquence, c'est un précepte, une règle générale de la raison, que tout homme doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a un espoir de l'obtenir. Et quand il ne peut pas l'obtenir, qu'il lui est loisible de rechercher et d'utiliser tous les secours et tous les avantages de la guerre. La première partie de cette règle contient la première et fondamentale loi de la nature, qui est de chercher de poursuivre la paix. La seconde récapitule l'ensemble du droit de nature, qui est le droit de se défendre par tous les moyens dont on dispose. Autrement dit, la paix est souhaitable, il faut la réaliser, il faut tout faire pour s'y efforcer, mais seulement, si et seulement, on a l'espoir que les autres respectent les mêmes règles. Il faut que ces règles, ces lois de la nature soient absolument respectées par tous. Alors, j'ai mis, mais là j'allais vite là-dessus, j'ai mis le texte 4, il m'intéressait, enfin Salins le cite en fait lui-même, pourquoi j'ai mis. C'est une des lois de la nature, c'est la quatrième en réalité, loi de la nature. Donc, je vous dis, il y en a une quinzaine, 17, 18, je sais plus, peut-être même plus. La quatrième loi de la nature, donc la quatrième règle qu'il faut respecter pour maintenir la paix, elle est liée au don. Alors,
j'anticipe un peu puisqu'on va parler de la notion de don. Alors par exemple, quand il parle de la gratitude, hein, il dit ça dépend d'une grâce antérieure, autrement dit d'un don gratuit. Et c'est une quatrième loi de nature qui peut être conçue sous cette forme, que celui qui reçoit un avantage d'un autre par pure grâce s'efforce que celui qui fait le don n'ait pas de cause raisonnable de se repentir de sa bonne volonté. Autrement dit, si on vous a fait un don gratuit, eh bien, il faut vous montrer, faut pas vous montrer ingrat, au contraire. Car personne ne fait un don, sinon avec l'intention d'un bien pour soi-même. Alors, c'est intéressant, là, on voit tout l'intérêt personnel, le don, on la renvoie à l'égoïsme finalement. Parce que le don est volontaire, et l'objet de tous les actes volontaires de tout homme est son propre bien. Phrase extrêmement critiquée par Salmès. Si des hommes voient qu'ils seront frustrés de ce bien, il n'y aura aucun commencement de bienveillance ou de confiance, ni par conséquent d'aide mutuelle, ni de réconciliation de l'un avec l'autre. Ils doivent donc demeurer dans l'état de guerre, ce qui est contraire à la première et fondamentale loi de la nature, qui ordonne aux hommes de rechercher la paix. L'infraction à cette loi est nommée ingratitude, et elle a la même relation avec la grâce que l'injustice avec l'obligation par convention. Alors, du coup, Hobbes offre une solution. La solution est dans la raison ici, ce sont le respect des règles, des règles morales si on veut. Mais il faut bien voir que Hobbes considère que la raison, en réalité, est insuffisante par elle-même pour maintenir la paix. C'est peut-être là d'ailleurs le rêve anarchiste d'une certaine manière, hein. C'est l'idée que la raison en elle-même permettrait de maintenir par elle-même la paix. Hobbes n'y croit absolument pas. D'une certaine manière, on peut poser ces règles-là, mais on ne peut pas attendre de tous qu'ils les respectent. On ne peut pas attendre de tous que cette raison, et du coup, finalement que la crainte de la mort et que la raison enchaînant sur cette crainte de la mort soit finalement la cause qui fasse agir tout le monde. On ne peut pas attendre ça. Chez les plus modérés sans doute. Chez les moins modérés, la passion, par exemple, de rivalité, la passion de désir de possession peut très bien reprendre le dessus. Et dans ce cas-là, ça c'est un problème classique en économie, hein, c'est le problème du passager clandestin. Il y en a qui peuvent profiter de la situation où tout le monde respecte les règles. Bon. Je dis au passage, l'économie s'est intéressée, bon, je ne suis pas très connaisseur, mais et en particulier en économie, où cette branche des mathématiques qui est liée à l'économie, qui est la théorie des jeux, s'est intéressée à Hobbes, notamment ce qu'on appelle en théorie des jeux le dilemme du prisonnier, qui montre au fond que la coopération pourrait être la meilleure solution pour tous, tout le monde a à gagner à la coopération, mais puisqu'on est dans une situation, les prisonniers sont dans leurs cellules chacun, puisqu'on est dans une situation où les prisonniers ne savent pas ce que les autres vont faire, donc là c'est la même chose, on ne sait pas si tous les autres vont respecter la règle, et bien en fait ce qui devient avantageux relativement, pas absolument, mais relativement, c'est la non-coopération. Finalement, les hommes se disent qu'ils ont plus intérêt à ne pas coopérer qu'à coopérer. Si tout le monde savait que le plus intéressant c'est la coopération, ils le feraient tous. Mais le problème, c'est qu'il y en a dont on peut se dire qu'ils ne respecteront pas les règles. Et donc, si on devait parier seulement sur le respect des règles morales, si vous voulez, des lois de la nature, eh bien, en réalité, on retomberait dans l'état de nature aussi vite. Puisque les moins modérés se remettraient à avoir des impossessions, à menacer vos possessions et vos biens, et vous-même d'ailleurs, et vous-même, vous commencerez aussitôt à vous défendre de nouveau et à reprendre les armes. On dit difficile de désarmer sans être certain que tous les autres le font aussi. Donc on peut dire qu'il y a un déséquilibre foncier de l'état de nature et qu'on ne peut pas ici s'appuyer sur la seule raison. Alors évidemment, la solution, elle est dans ce qu'on vient de dire. La solution, c'est l'institution d'un État. Donc logiquement, Hobbes en arrive à l'idée que, étant donné ce qu'est l'état de nature, c'est-à-dire un état de guerre dans lequel on peut retomber en permanence, vous noterez d'ailleurs à la fin du texte 2, Hobbes apporte une définition importante de l'état de guerre. Il dit bien que ce n'est pas un état où il y a forcément bataille avérée, c'est un état de guerre latent, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire où la guerre est toujours possible, le combat est toujours possible. Ce qui est très important, puisque même quand on suppose que les autres, on espère que les autres respectent la règle, cet état de guerre perdure, tant qu'on n'est pas absolument certain qu'ils la respectent. Et donc, on va en arriver de l'anthropologie à la politique. Voilà le passage. Alors là, du coup, on peut regarder ce texte extrêmement célèbre
qui est le texte 5, qui est dans le chapitre 17, c'est-à-dire dans la deuxième partie du Léviathan, dans la partie politique. Alors qu'est-ce que dit Hobbes? Il dit que la seule façon d'ériger un tel pouvoir commun, apte à défendre les gens de l'attaque des étrangers et des torts qu'ils pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger de telle sorte que par leur industrie, par leur travail et par les productions de la terre, ils puissent se nourrir et vivre satisfaits, c'est de confier tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toute leur volonté par la règle de la majorité, en une seule volonté. Cela revient à dire désigner un homme ou une assemblée pour assumer leur personnalité, et que chacun s'avoue et se reconnaisse comme l'auteur de tout ce qu'aura fait ou fait faire, quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui qui a ainsi assumé leur personnalité, que chacun par conséquent soumette sa volonté, son jugement à la volonté, et au jugement de cet homme ou de cette assemblée. Cela va plus loin que le consensus ou concorde, il s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne, unité réalisée par une convention, c'est très important ici, une convention de chacun avec chacun, passée de telle sorte que c'est comme si chacun dit à chacun, j'autorise cet homme ou cette assemblée, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit, et que tu autorises toutes ses actions de la même manière. Cela fait la multitude ainsi unie en une seule personne, appelée une république, en latin civitas. Telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt, pour en parler avec plus de révérence, de ce Dieu mortel, auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection. Alors, il y a tellement de choses à dire dans ce texte que je vais simplement sélectionner les éléments qui m'importent pour la confrontation d'une certaine manière avec Salins ici. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a l'idée d'un transfert. C'est ça qui importe le plus à Hobbes. Il y a un transfert de quoi? Tout simplement du droit de nature, ce qu'on avait appelé le droit de nature, c'est-à-dire de la liberté de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous protéger. Donc en fait, transfert de la force que vous pourriez utiliser, de la violence que vous pourriez utiliser. Et vous transférez ce droit de nature à ce que Salins s'appelle une super personne, c'est-à-dire tout simplement l'État, qui est plus précisément, parce qu'au fond l'État, je vais dire un petit mot, mais c'est rien pour voir de cette manière, le transfert se fait à celui qui est le dépositaire, c'est ce qu'il appelle le souverain. Donc le texte, je dis clairement, c'est un homme ou une assemblée. Ce qui montre bien d'ailleurs c'est pas tant la question du régime qui importe que le fait que ce soit un homme ou une assemblée. Alors, il y a quand même une large préférence pour un homme, hein. C'est un monarchiste convaincu, mais après tout, si c'est une assemblée, pourquoi pas, même s'il y a un risque de division plus grand. En tout cas, il est clair là, au passage que ce n'est pas un théoricien du partage des pouvoirs. Hein. Au contraire, c'est un théoricien de la concentration des pouvoirs, l'unification des pouvoirs. Que ce soit les pouvoirs qu'on connaît habituellement, judiciaire, législatif et exécutif, mais aussi d'ailleurs du pouvoir religieux, du pouvoir, qui importe encore plus à ses yeux, pouvoir religieux et politique. Le souverain, c'est celui qui doit concentrer tous les pouvoirs. D'ailleurs, je vous ai mis en petite illustration à la fin la gravure, une partie de la gravure que Hobbes a conçu lui-même. Il ne l'a pas dessiné, il ne savait pas dessiner, mais il l'a fait faire, et c'était en tête du Léviathan. Enfin, dans la première édition du Léviathan, c'était ce qu'on appelle le frontispice, donc la face de la page de garde. Et donc on voit le souverain ici, enfin, en tout cas l'État, dont la tête est le souverain, qui tient dans sa main l'épée, donc la force politique, la force temporelle, et dans l'autre main la crosse du pape, de l'évêque, enfin de l'évêque plutôt. C'est pas un papiste, c'est pas un catholique, Hobbes. C'est-à-dire le pouvoir spirituel, le pouvoir de l'Église. Donc là, vous voyez, le pouvoir politique tient les deux pouvoirs dans sa main. Donc, le souverain devient du coup celui qui possède le droit de nature, par conséquent, puisqu'il en hérite. Alors, il le possède contre qui? Il le possède contre les autres États. Autrement dit, l'état de nature n'existe plus entre les individus, mais il existe entre les États. Donc, on peut dire qu'il y a un transfert du droit de l'état de nature de la relation interindividuelle à la relation géopolitique, disons, entre l'État, puisque d'État à État, en fait, sauf à supposer le respect de certaines règles, il y a des institutions type ONU, mais justement, des règles de la raison, des sortes de lois de la nature, mais il n'y a pas de pouvoir commun, il n'y a pas de force politique coercitive, donc on est bien dans un état de nature, au niveau géopolitique. Mais ce droit de nature, le souverain le possède également contre toute personne intérieure à la société,
qui pourrait venir menacer l'existence de l'État. Toute personne ou tout groupe, toute faction, par exemple toute faction religieuse. Et donc, si on se rappelle bien la définition de la loi si on se rappelle bien de la définition du droit de nature, eh bien l'État a le droit de faire tout ce qui est en son pouvoir, d'user toute sa force pour neutraliser tous ceux qui viendraient menacer son existence. C'est un droit, comme dit Hobbes, cela est permis. Ça, c'est le premier aspect, donc c'est cette idée d'un transfert. La deuxième idée qu'on trouve dans le texte, c'est alors ce terme important, on pourrait le commenter un peu plus, mais bon, pas grave, c'est la théorie de la personnalité qu'on trouve. Donc le souverain agit à la place des individus. Alors c'est tout sauf une théorie démocratique ici, en réalité. Sauf peut-être au début, quand tout le monde s'accorde, mais après, il n'y a plus aucune place pour une décision démocratique. Une fois que le souverain est institué, tous ses actes et toutes ses décisions sont celles de tous, sans qu'il y ait concertation, référendum ou quoi que ce soit. C'est à partir du moment où la délégation a eu lieu, il agit pour tous. Ici, c'est au sens juridique de personnalité, en fait, il agit à la place de, comme une sorte de tutelle, si vous voulez. Donc l'idée, c'est que, qu'est-ce qu'il va faire l'État en agissant ainsi? Il va exercer cette force, il va déjà inspirer une crainte, il va faire peur, d'où le nom de Léviathan. Du coup, ça c'est clair pourquoi le monstre biblique, le Léviathan, est bien parce qu'il est censé inspirer la peur, si possible. Et donc, pour maintenir les individus dans le respect de ses décisions, dans le respect des lois qu'il impose. Bon, on pourrait également commenter, là je vais aller vite aussi, la question de l'unité du peuple qui apparaît. Et d'ailleurs, l'unité du peuple, on la voit bien dans l'image, parce que si on regarde bien avec une loupe, on voit que dans le corps du souverain, enfin dans le corps de l'État, pardon, le corps de l'État, on a les petits individus qui regardent tous la tête du souverain, qui sont incorporés. Qui font partie du corps politique. Et dernier point sur lequel je voulais insister ici, bien sûr, c'est la question du contrat. Alors ça, c'est évidemment, ça va être très important pour ce qu'on va dire après. La notion de convention, de contrat. Le contrat, ça implique réciprocité. Effectivement, vous voyez la formule en italique. J'autorise cet homme et j'abandonne mon droit si tu fais la même chose. Et il faut préciser également que ce contrat, il est, d'une certaine manière, renouvelé en permanence. Donc là, il ne faudrait pas faire contresens sur le texte de Hobbes. Hobbes ne décrit absolument pas un moment potentiellement historique où les individus seraient mis autour de la table pour décréter, je ne sais pas, par exemple, pour créer une constitution, ce genre de choses. Pas du tout. Le contrat, c'est un contrat permanent. En réalité, nous sommes tous, en ce moment même dans cette salle, en train de passer un contrat les uns avec les autres. Vous n'êtes pas armés, vous ne me menacez pas, je ne vous menace pas. Il y a réciprocité, et jusqu'à ce qu'il y en ait un, j'espère pas, non, ça, qui sorte du contrat. Il y a toujours possibilité d'une sortie du contrat. Évidemment, si la sortie du contrat, c'est l'État contre l'individu, contre le groupe. On retourne à l'état de nature. Des deux côtés d'ailleurs, chacun retrouve son droit de nature. C'est le droit de nature contre le droit de nature. C'est puissance contre puissance. Donc le contrat implique réciprocité, et c'est une image, le contrat ici, qui implique, c'est en fait cette idée d'un renouvellement tacite, on pourrait dire, permanent. Alors, dernière pour conclure un peu sur ce texte et finalement un peu sur Hobbes, au fond, Hobbes insiste sur l'idée que l'État est quelque chose d'artificiel. La grande idée de Hobbes, c'est que l'État, c'est une création humaine, une création technique. D'ailleurs, il parle à un moment du Dieu mortel. Et si on le regarde, par exemple, l'introduction du Léviathan, on s'aperçoit qu'il compare l'État à une machine quasiment de théâtre, en fait. Donc, l'État, on pourrait dire que c'est un dispositif qui a été inventé par l'homme pour résoudre le problème de l'état de guerre. De même que l'homme, en fait, invente des machines, des outils pour sortir de l'état, pour régler des problèmes qui se posent à lui dans la nature, eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne l'État. Ça n'est qu'une fabrication. Et au fond, comme toute fabrication, là, je voudrais faire juste une parenthèse pour finir sur Hobbes, c'est que je crois que Hobbes est particulièrement convaincu de la faiblesse de l'État en réalité. On en fait un grand théoricien de la force de l'État. On dit parfois que Hobbes est le théoricien de l'État absolu, de la monarchie absolue.
En réalité, je crois que Hobbes, s'il apparaît ainsi, s'il insiste sur la force que doit avoir l'État, en tout cas la force qu'elle doit faire apparaître, hein, la peur qu'elle doit inspirer, parce que je crois que Hobbes est particulièrement convaincu de la faiblesse absolue de l'État. Et j'irai même d'ailleurs un peu plus loin, je crois que Hobbes est particulièrement convaincu qu'en fait l'État, ça n'existe pas. Donc, c'est un peu bizarre de dire ça, après tout ce que je viens de dire. Mais bon, là, il faudrait essayer de le montrer à partir de cette thèse, disons, je parlais de la métaphysique la dernière fois, à partir de cette thèse métaphysique, mais c'est que Hobbes ne croit absolument pas en l'existence d'autre chose que les corps physiques. Or, l'État, c'est pas un corps physique. L'État, ça n'est qu'une... c'est quoi? C'est un souverain, c'est-à-dire une personne physique, qui a des relations de confiance vis-à-vis de ses fonctionnaires, vis-à-vis de son armée, de sa police, de ses juges, etc. Tant que les hommes croient, y compris d'ailleurs les fonctionnaires de l'État, croient que l'État fonctionne, en tout cas que la force de l'État existe, bien ça fonctionne. Évidemment, si cette croyance disparaît, si cette peur, autrement dit, disparaît, au fond, voilà, l'État, ce n'est qu'un homme, d'une certaine manière, si on est dans un cadre monarchiste. Au fond, voilà, l'État n'existe pas en dehors de ses relations de confiance, au fond, ses relations de croyance. L'État, c'est rien en dehors de cela. Donc je crois que, pour le coup, les théories anarchistes devraient utiliser Hobbes, puisqu'il me semble qu'il démontre complètement cette fragilité de l'État, au fond. Et c'est bien parce que l'État est absolument fragile qu'il doit apparaître extrêmement fort. Et bien, en fond, le paradoxe, c'est que plus l'État est faible, ontologiquement, c'est-à-dire dans sa constitution même, dans son être même, plus il doit apparaître puissant et absolu. C'est bien parce qu'il est, au fond, il est quasiment inexistant. Et parce que l'état de nature est toujours là pour nous menacer. Au fond, l'état de nature, c'est toujours le plus probable d'une certaine manière. Bon, alors pour conclure sur Hobbes, j'espère qu'il me reste combien de temps Je peux dépasser un peu parce que je vais commencer un peu en retard. Alors on peut dire que Hobbes développe, alors si on parle comme ça, une anthropologie particulièrement pessimiste, une nature humaine, et que la théorie du dépassement de l'État, c'est une solution mécanique à ce problème de la nature humaine. Et on retiendra également cette place du contrat, de la réciprocité, dans le renoncement à la violence, au profit d'un tiers, qu'on appelle ici le souverain. Voilà, j'espère que ça allait, que ce n'était pas trop rapide. Alors maintenant, je vais en venir à ma question, au fond. La deuxième question. Quel traitement l'anthropologie anarchiste, notamment de Salins, fait d'une telle articulation entre nature humaine et origine de l'État et fondement de l'État? Alors, en réalité, on peut... La critique chez Salins, ça apparaît directement dans un livre, qui est ce petit livre que j'ai déjà cité, qui est La nature humaine, une illusion occidentale, dans lequel il y a des passages où là, pour le coup, il attaque directement la conception, disons, qu'il qualifie de noire, de sinistre, finalement, de la nature humaine qu'on a décrite. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt la critique qu'il mène dans Âge de pierre, âge d'abondance, qui est une critique qui me semble beaucoup plus... qu'il faut essayer de trouver un peu entre les lignes, d'une certaine manière, qui est plus indirecte, qui en fait en apparence pas tellement une critique, mais à mon avis qui en est une assez forte. Et qui, je voudrais montrer qu'au fond, cette critique est très intéressante, mais qu'elle fait certains choix chez Hobbes, et qu'au fond, elle ne parvient pas complètement à répondre, qu'elle laisse au fond la théorie de Hobbes assez convaincante. Alors, le chapitre qui m'intéresse dans le livre, donc je vous dis, l'essentiel du livre porte sur la question du travail, ce dont je vous avais parlé. Mais en fait, c'est une collection d'articles qu'il a pu écrire dans plusieurs revues, et notamment le chapitre 4 du livre, qui collectionne quelques articles. En fait, c'est un chapitre qui s'appelle « L'esprit du don », et qui est largement consacré à Marcel Mauss. Donc, Marcel Mauss, on parlait au début, de Durkheim, et qui est l'auteur d'un grand ouvrage d'anthropologie qui est « L'essai sur le don », dans les années 1920. Mauss est largement connu à cause de l'essai sur le don, il est aussi largement connu grâce à un de ses successeurs, on pourrait dire, qui est Lévi-Strauss, puisque Lévi-Strauss a écrit une préface très importante aux œuvres de Mauss, dans Sociologie et Anthropologie, on trouve la préface. Lévi-Strauss fait la part des choses d'une certaine manière, il rend à César ce qui appartient à César, donc il rend à Mauss des acquis très importants, et en même temps il prend ses distances. D'une certaine manière, donc Lévi-Strauss c'est la théorie structuraliste, il reproche à Mauss d'avoir
d'avoir pas été structuraliste alors qu'il aurait fini. Il s'en est approché d'une certaine manière, mais alors tout ça ne va pas m'intéresser. Salins développe tous ces aspects-là, hein. Donc il y a des discussions assez intéressantes. Il reprend la critique de Lévi-Strauss, il reprend d'autres critiques de Mauss. Alors, moi je reviens à les éléments qui m'intéressent plus particulièrement. Salins, en fait, va discuter une thèse très importante de l'essai sur le don, qui est une thèse qui porte sur la notion de... Alors, je ne sais pas si ça se prononce autrement que cela, le O, H-A-U. H-A-U, le O. C'est un terme maori, qu'on trouve en Nouvelle-Zélande notamment, et qui permet à Mauss de voir dans le don ce qu'il appelle un fait social total. Un fait social total, c'est-à-dire un fait qui concerne tous les aspects de l'existence sociale, qui structure, si vous voulez, l'existence des sociétés, de certaines sociétés, et notamment des sociétés qu'il étudie. En fait, il reprend c'est pas lui directement, il reprend des matériaux d'autres anthropologues, d'autres ethnologues. Et il montre que notamment donc, le don structure ce qu'il appelle des... Alors c'est Durkheim qui développe cette notion, des sociétés segmentaires. Alors, les sociétés segmentaires, dans le langage de Durkheim, c'est des sociétés qui ne sont pas intégrées sous un État d'une manière globale, mais qui sont constituées par intégration de groupes rivaux. Alors vous savez, c'est des sociétés qui fonctionnent par familles rivales, mais qui sont intégrées dans des tribus, qui s'opposent à des tribus, qui sont intégrées alors plutôt dans des clans, puis elles-mêmes dans des tribus, etc. C'est ça des sociétés segmentaires. Une société où ce qui importe, c'est la famille, le clan, la tribu. Et évidemment, ce qui importe à Mauss, c'est le don qui existe entre ces structures, entre familles, entre tribus, entre clans, etc. Alors pourquoi est-ce que moi je m'intéresse à... Enfin, est-ce que je parle de Mauss ici? C'est pas seulement parce que Salins s'en parle, ce sera un peu court, mais c'est parce que, effectivement, le don, ça semble être l'antidote parfait contre Hobbes. Puisque contre une anthropologie constituée par le désir de possession et la rivalité, rien de tel finalement que le don, c'est-à-dire la générosité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que lise souvent Mauss. Il existe en France une revue d'anthropologues qui s'appelle la revue du Mauss, précisément. C'est un jeu de mots, c'est le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, je crois. Donc ils ont trouvé, grâce à l'acronyme Mauss, voilà, et ils essaient de montrer qu'il peut y avoir d'autres modèles, d'autres paradigmes, comme on dit en économie, que le modèle de l'individu, comme ils disent, l'économicisme, donc l'économisme, c'est-à-dire l'individu qui désire posséder pour lui-même, égoïste en fait, hein, l'individu égoïste. Ce qui est chez Hobbes, au fond. Et la revue du Mauss, donc, qui s'appuie sur Mauss, précisément, sur les textes de Mauss, l'esprit et l'essai du don en particulier, c'est sur le don, pour développer un autre cadre théorique pour l'économie et pour l'anthropologie. Donc rien de tel comme antidote contre Hobbes que Mauss finalement. En tout cas que ces sociétés qui fonctionnent sur le don et non pas en apparence du moins, sur la rivalité et sur le désir de possession. Alors, qu'est-ce que le haut? Alors le haut, Mauss le définit à partir, enfin cherche son sens en tout cas à partir d'un, alors je vais le dire un peu rapidement, mais à partir d'un document qui est le texte 6. Alors c'est pas Mauss qui parle dans le texte 6, hein, c'est un sage maori qui a décrit ce qui était le haut, entre autres, hein, au milieu de beaucoup d'autres choses, à un ethnologue anglais qui s'appelle Best. C'était au tout début du XXe siècle, c'était en 1909. Alors voilà comment ce sage maori décrit ce phénomène du haut. Alors, je le dis rapidement, je vais vous parler du haut. Le haut n'est pas le vent qui souffle, donc évidemment il y avait un synonyme ici. Pas du tout. Supposez que vous possédez un article déterminé, ce qu'il appelle taonga, et que vous me donnez cet article. Vous me le donnez sans prix fixé. Donc nous ne faisons pas de marché à ce propos. Donc là, c'est pas un contrat de vente. Hein. C'est pas un échange fixé par un prix. Or, je donne cet article à une troisième personne, qui, après qu'un certain temps s'est écoulé, décide de rendre quelque chose en paiement. Il me fait présence de quelque chose de nouveau, donc d'un taonga, donc d'un autre bien. D'accord ? Donc vous voyez, le donataire, celui du milieu, reçoit du troisième un retour. Or, ce taonga qu'il me donne est l'esprit du taonga que j'ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les taongas que j'ai reçus pour ces taongas venus de vous, il faut que je vous les rende. Il ne serait pas juste, de ma part, de garder ces taongas pour moi. Il pourrait m'en venir du mal, sérieusement, même la mort. Tel est le haut de la propriété personnelle, le haut des taongas, le haut de la forêt.
Cathy Héna, assez sur ce sujet. Alors, voilà ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation que fait Mauss de ce passage. Alors, si vous lisez dans l'Âge de Pierre Germandance, il y a tout un passage passionnant, vraiment, où Salins montre qu'en fait l'interprétation de Mauss ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va lire, en fait, et Salins est vraiment convaincant pour le coup. Mais c'est pas grave, parce que ce qui importe, c'est comment Mauss l'a interprété. Ce qui m'importe, c'est Mauss, en fait. C'est Marcel Mauss. Alors, qu'est-ce que dit Mauss? Il dit qu'il est net qu'en droit maori, le lien de droit, lien par les choses, est un lien d'âme. Donc, en fait, un lien personnel. Car la chose elle-même a une âme. Elle est de l'âme. Les choses matérielles sont de l'âme. D'où il suit que présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque chose de soi. Ensuite, on s'en rend mieux compte ainsi de la nature même de l'échange par don, de tout ce que nous appelons prestation sociale, totale, pardon. Bon bref, c'est la période. Et parmi celles-ci, potlatch. Alors, potlatch, je fais une petite parenthèse. En fait, Mauss est connu pour cette notion de potlatch, plus que le haut en fait. Alors c'est le haut qui est plus important. Le potlatch, c'est ce qu'on trouve chez certains Indiens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. C'est le don contre don, mais qui est toujours... c'est une surenchère en fait, de don et contre don. C'est-à-dire, l'un va donner quelque chose, l'autre va lui redonner, il ne peut que lui redonner quelque chose, sinon ça ne va pas. Quelque chose qui a plus de valeur que le premier. Et du coup, celui qui vient d'avoir le contre-don va lui refaire un autre contre-don encore plus haut, vous voyez. Ça peut aller très loin, cette idée. En fait, jusqu'à ce qu'il y ait épuisement finalement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de biens à échanger. Donc voilà, c'est ça le potlatch, et effectivement, Mauss a laissé une certaine postérité avec cette notion de potlatch. On comprend clairement et logiquement dans ce système d'idées qu'il faille rendre à autrui ce qui est en réalité parcelle de sa nature et substance. Puisque quand vous donnez un objet, c'est vous que vous donnez, il est normal qu'il faille rendre ce qui est vous, en fait. Car accepter quelque chose de quelqu'un, c'est accepter quelque chose de son essence spirituelle, de son âme. La conservation de cette chose serait dangereuse et mortelle, et cela non pas simplement parce qu'elle serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne, non seulement moralement, mais physiquement et spirituellement, cette essence, cette nourriture, ces biens, meubles ou immeubles, ces femmes ou ces descendants, ces rites ou ces communions, donne prise magique et religieuse sur vous. Enfin, cette chose donnée n'est pas chose inerte, animée et souvent individualisée. Elle tend à rentrer à ce que Hertz appelait son foyer d'origine, donc la notion physique ici, ou à produire pour le clan et le sol dont elle est issue un équivalent qui la remplace. Donc, autrement dit, en fait, il interprète ça en termes de magie d'une certaine manière, en termes de croyance religieuse, Mauss, en disant que le haut c'est l'esprit, et donc il y a un haut des taongas, c'est-à-dire il y a un haut des biens matériels, tout comme il y a un haut des personnes, comme il y a aussi un haut de la forêt, d'ailleurs, une sorte d'âme de la forêt, bon, c'est comme ça que Mauss représente les choses. Et donc, si vous donnez un objet à quelqu'un d'autre, vous donnez de vous-même. En fait, il y a communication entre le bien et la personne. Et donc, il y a cette idée, c'est comme ça que Salins se présente, il y a l'idée que le haut est nostalgique et veut retourner à son foyer. Et si le haut ne parvient pas à retourner à son foyer, d'une manière ou d'une autre, vous voyez que ça peut être par un autre bien, bien sûr, par un deuxième bien qui est différent du premier. Ce qui importe, c'est l'esprit, que l'esprit revienne chez lui. Alors, juste en parenthèse, Salins montre que ça, en fait, ça ne tient pas à cette interprétation. Le haut, c'est pas... pour plein de raisons, en fait, c'est que... il démontre, par exemple, que les Maoris ne pensent pas du tout que c'est l'objet lui-même qui va, d'une certaine manière, se venger. Vous voyez ce que décrit Mauss, en fait. Alors, il y a bien la sorcellerie, mais la sorcellerie, elle vient en plus. Elle est un peu différente. En fait... le haut, en fait, Salins montre que le haut, c'est un sens complètement non religieux. Le haut, c'est, alors, la traduction ne convient pas complètement parce que c'est pas le même contexte culturel, mais c'est le profit en fait. Et en fait, sinon on ne comprendrait pas pourquoi le sage maori parle de 3 personnes et pas de 2. Parce qu'après tout, pas besoin de supposer 3 personnes pour cette idée de rendre, je dois rendre. Bon. En fait, ce que montre Salins, c'est qu'au fond, il y a un raisonnement économique ici. C'est que par la circulation des biens, eh bien, il va y avoir comme dirait Marx, une valeur ajoutée, une plus-value. Et donc, cette plus-value, ce profit, doit revenir au premier. Vous voyez ? Donc, il y a l'idée que le profit ne doit pas profiter à celui qui a été donataire, mais il doit profiter au premier donateur. C'est le profit qui doit revenir. En fait, Salins montre que cette idée de profit qui doit revenir à celui qui a donné initialement, eh bien, on le voit dans d'autres aspects, on le voit aussi dans le domaine religieux. Par exemple, les prêtres qui vont mettre un objet sacré dans la forêt pour que la forêt soit productrice, eh bien la forêt va être productrice, par exemple,
exactement quelle saison du coup là, va produire davantage de bêtes à certaines saisons, davantage d'oiseaux, parce qu'il notamment il récupère des oiseaux, il mange des oiseaux. Elle va fructifier, du coup c'est l'idée de fructification, le haut, c'est ça le haut de la forêt, c'est le profit de la forêt, que permet la forêt, et donc il faut rendre au prêtre initialement une partie de ce profit. Sinon la prochaine fois la forêt non plus ne produira plus. Donc il faut rendre aux prêtres qui ont un certain lien avec la forêt, etc. Donc c'est l'idée d'une circulation des biens, et le fait que le profit ne doit pas rester, doit revenir à celui qui est à l'origine en fait, de la circulation. Mais en tout cas, chez Salins comme chez Mauss, il y a l'idée d'une obligation de la circulation. Alors Salins l'explique en termes de magie, du fait que c'est l'esprit de la personne qui a donné qui doit revenir, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a l'idée d'une nécessité de la circulation des biens. C'est ça que fonde le don ici, c'est cette idée de circulation. Alors, pourquoi est-ce qu'au fond, Mauss n'est pas l'antidote voulu par rapport à Hobbes, contrairement aux apparences, contrairement à tout ce que je viens de dire. C'est ça qu'en fait, d'une certaine manière, Salins va montrer, sans avoir l'air de critiquer d'ailleurs ni l'un ni l'autre. En fait, ce que va faire Salins, c'est montrer qu'il y a des points communs dans la démarche de Mauss, plus que des points communs d'ailleurs, il y a une structure de pensée commune à Mauss et à Hobbes. Comme si, d'une certaine manière, l'anthropologie de Mauss était encore dépendante de la philosophie politique hobbesienne, la philosophie politique occidentale hobbesienne. Comme si le même schéma conceptuel, le même schéma de pensée se retrouvait chez l'un et l'autre. Alors c'est pour ça que je dis que c'est pas si évident de voir une critique, parce qu'en fait, Salins fait un grand éloge de Mauss. Il en retient des choses, il en retient positivement des choses, donc on a l'impression qu'il retient aussi des choses de Hobbes au passage, et sans doute. Donc il faut essayer de discerner la critique. Alors moi, il me semble l'avoir discerné dans le dernier texte, on verra pourquoi, mais en tout cas, il faut compléter la lecture par ce petit livre, au moins les choses s'éclairent quand on complète, là, les choses, la thèse devient beaucoup plus évidente. Alors, on peut remarquer simplement le petit texte 8, c'était simplement pour faire une sorte d'allusion à ce que je dirai la semaine prochaine. Enfin, j'ai déjà parlé de Rousseau au tout début. Qu'est-ce que dit Salins? Il dit « J'ai ouvert le débat avec Hobbes, et c'est plus particulièrement en comparant Léviathan que je voudrais considérer l'essai sur le don, mais il est clair que par le sentiment, Mauss est beaucoup plus proche de Rousseau. De par sa morphologie segmentaire, ça on verra pourquoi, la société primitive de Mauss renvoie au troisième stade du discours sur l'inégalité, plutôt qu'à l'individualisme radical de l'état de nature tel que le conçoit Hobbes. Mais si Mauss est dans la limite spirituelle de Rousseau, en tant que philosophe politique, il est frère de Hobbes. Alors, là, j'ai mis ça simplement pour montrer en fait la présence discrète de Rousseau en arrière-fond, qui est peut-être justement pour ces anthropologues anarchistes une forme de véritable antidote à la pensée hobbesienne. Donc Mauss partage des choses avec Rousseau, on verra la semaine prochaine lesquelles, mais il y a une structure commune avec Hobbes. Alors quelle est cette structure commune? Eh bien, ce que va montrer Salins, c'est que chez Mauss, on retrouve cette idée fondamentale chez Hobbes, qu'au fond, il faut toujours dépasser une situation d'anarchie initiale. C'est-à-dire qu'il y a toujours une situation de conflit, de guerre latente, d'hostilité, alors hostilité entre familles, hostilité entre tribus, entre clans, etc. Et que, du coup, le don permet de dépasser cette structure-là. Pardon ? Ce que faisaient les Indiens d'Amérique. Oui, c'est toutes ces sociétés segmentaires, d'une certaine manière, pour Salins. Enfin, pour Mauss. Alors, si on regarde par exemple le texte 9, en résumé, donc c'est Salins, en résumé, la caractéristique critique est le libre recours à la force. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les deux finalement. Chacun se réserve cette option, chaque individu se réserve cette option pour promouvoir son intérêt ou sa gloire propre et défendre sa personne et ses biens. Tant que cette force dispersée n'aura pas été remise entre les mains d'une autorité collective, dit Hobbes, il ne saurait y avoir assurance de paix. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Et bien que Mauss ait découvert cette assurance dans le don, il s'accorde avec Hobbes pour penser que l'ordre primitif est une absence de loi. Voilà, au fond, je pense, la critique, une des critiques. Pour penser que l'ordre primitif est une absence de loi, ce qui revient à dire que chacun peut faire sa propre loi, de sorte que l'homme et la société demeurent en constant danger de mort violente. Sans doute, Mauss ne part-il pas des principes psychologiques chers à Hobbes. Donc c'est là qu'il est peut-être plus rousseauiste. Sa conception de la nature humaine est certainement plus nuancée
que ce perpétuel et impatient désir de puissance constamment renouvelé qui ne s'apaise que dans la mort. Ça, c'est Hobbes qui parle. Mais il voit lui aussi la nature sociale comme un ensemble anarchique de groupes s'affrontant avec une volonté suffisamment avérée de se combattre, une disposition qui demeure telle tant qu'il n'y a pas assurance du contraire. Dans le contexte de cet argument, le haut n'est qu'une proposition subordonnée. Cette prétendue adoption par l'ethnologue d'une rationalisation indigène, c'est lié à ce que dit Lévi-Strauss, peu importe, est en soi, dans le schéma de l'essai, sur le don, la rationalisation d'une exigence plus profonde de réciprocité dont la raison est ailleurs, dans la menace de guerre. L'obligation de réciprocité inscrite dans le haut répond à la force de répulsion inscrite dans la société. Et c'est ainsi que la force d'attraction des choses prévaut sur l'attraction de la force parmi les hommes. Donc, d'ailleurs, pour finir un peu sur la lecture, là, enfin, pour continuer, bon, là, peut-être... En fait, j'ai mis aussi pour prouver que ce que dit Salins, bien sûr, s'appuie sur des textes cités lui-même par Salins d'ailleurs. Là, c'est des textes de Mauss, pris un peu dans des pages différentes, qui justifient cette vision de Salins, cette interprétation. Alors, qu'est-ce qu'écrit Mauss dans l'essai ? Ces prestations et contre-prestations s'engagent sous une forme plutôt volontaire par des présents, des cadeaux, bien qu'elles soient au fond rigoureusement obligatoires. Le don ici n'est pas jamais gratuit. À peine de guerre privée ou publique. Donc on rejoint au passage Hobbes qui disait le don c'est toujours dans son propre intérêt qu'on le fait. Refuser de donner, négliger d'inviter, comme refuser de prendre, équivaut à faire à fait. En fait. Ouais, ben je sais pas comment dire. Oui, j'ai mal tapé là. Déclarer la guerre. C'est refuser l'alliance et la commune. Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, là aussi on retrouve une idée hobbesienne d'ailleurs, hein. Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus, ont su stabiliser leurs rapports, donner, recevoir et enfin rendre. Pour commercer, il fallut d'abord savoir poser les lances. C'est alors qu'on a réussi à échanger les biens et les personnes, non plus seulement de clan à clan, mais de tribu à tribu, et de nation à nation, et surtout d'individu à individu. C'est seulement ensuite que les gens ont su se créer, se satisfaire mutuellement des intérêts, et enfin les défendre sans avoir à recourir aux armes. C'est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su, et c'est ainsi que demain, dans notre monde décivilisé, les classes et les nations et aussi les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer, et se donner sans se sacrifier les uns aux autres. C'est là un des secrets permanents de leur sagesse et de leur solidarité. Donc au fond, on voit que la structure est exactement la même que celle de Hobbes, à ceci près que la solution n'est pas la même. La solution chez Hobbes, c'est un État, un pouvoir souverain qui domine le tout. Chez Mauss, évidemment, ce n'est pas la même solution, c'est la solution du don généralisé, de la circulation des biens, mais au fond, la finalité est la même. C'est toujours dépasser le conflit, l'anarchie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, pour Mauss, il y a bien une rationalité qui est inhérente à la logique du don. C'est parfaitement rationnel, au fond, de faire ces échanges de présents, de contre-dons, etc., et de rendre ce qui a été profitable. Mais cette rationalité prend, finalement, paradoxalement, alors pour Mauss, corps dans une croyance irrationnelle, celle du haut qui serait l'âme de la personne dans le don. Et on retrouve cette idée que j'ai dit, je présente chez Hobbes aussi, d'un progrès culturel, donc l'idée du progrès culturel qui est permis à partir du moment où on dépasse cette nature conflictuelle. Mais on voit qu'au fond, le fait de dire que c'est le don qui crée la société, au fond, ne change rien à l'anthropologie fondamentale qui est derrière. C'est bien la nature conflictuelle de l'homme qui se retrouve ici. Bon, le texte au monde, je le passe parce qu'il est moins important, c'était plus pour illustrer. Alors, je finirai juste, du coup, en guise de conclusion, par montrer que, je vous dis, en fait, c'est un passage où Salins fait l'éloge de Mauss, pas l'éloge de Hobbes, mais peut-être indirectement. Mais derrière, on peut voir poindre une critique, qui là, pour le coup, une critique proprement anarchiste, au sens propre du terme, puisque il me semble que Salins critique ce postulat selon lequel la société se constitue par la conjuration de l'hostilité, que ce soit dans le don ou dans le contrat. Donc au fond, la vraie question c'est est-ce qu'une telle force répulsive existe, naturellement? Est-ce que l'ordre primitif est réellement absence de loi, dans le passage que j'ai cité de Salins? Est-ce que toute relation
d'individu à individu, disons, indépendamment d'une institution, qui serait médiatrice, le don, l'État. Est-ce que toute relation humaine d'individu à individu est menacée de manière constitutive par la violence? Au fond, voilà la vraie question. Il me semble que, pour finir du coup, Salins établit cette critique dans ce passage-là, qu'on trouve page 279 du livre, dernier passage, donc texte 12. Alors en fait, c'est une critique assez subtile qu'il fait de Hobbes. La guerre de tous contre tous, formule spectaculaire, mais qui dissimule une ambiguïté, ou tout au moins, par son insistance sur la nature de l'homme, méconnaît une structure également frappante de la société. L'état de nature décrit par Hobbes est aussi un ordre politique. Sans doute, Hobbes est-il préoccupé par l'humaine soif de pouvoir et l'inclination à la violence, mais il parle aussi d'une répartition de la force parmi les hommes et de leur liberté d'y recourir. Aussi, et voilà, je crois que ce qui pose problème, est-ce par une transition à la fois continue et disjonctive qu'il passe dans le Léviathan, de la psychologie de l'homme, donc de l'anthropologie si vous voulez, à la condition première de l'humanité. L'état de nature est une conséquence de la nature humaine, mais il annonce aussi un autre niveau de réalité, celui de la politique, donc c'est-à-dire de l'organisation politique, l'organisation politique, qui ne saurait être décrite en termes psychologiques. Cette guerre de chacun contre chacun n'est pas seulement la tendance à user de la force, mais le droit d'en user. Non pas uniquement certaines dispositions, mais encore certaines relations de pouvoir. Non pas simplement la passion de dominer, mais une organisation de l'autorité. Non seulement l'instinct de compétition, mais la légitimité de la confrontation. L'état de nature est déjà une sorte de société. Alors, qu'est-ce qu'il fait en fait là? Pour résumer au fond la critique Salins, pour essayer de la dégager, parce que ce n'est pas forcément évident à première lecture. Au fond, en fait, il reproche à Hobbes de n'être pas fidèle à son projet. Je vous ai dit, au fond, j'ai dit, hein, Hobbes, son modèle, c'est les éléments d'Euclide. Donc c'est tout de déduire de manière, par une chaîne logique des raisons, donc de passer de l'anthropologie, de la description des passions humaines et de la raison, à l'état de nature, à la description de l'état de nature, et donc à l'état. Et au fond, ce que reproche Salins à Hobbes ici, en passant comme ça, c'est d'avoir déjà introduit la politique dans l'état de nature, là où elle n'est pas censée encore exister. Et au fond, d'opérer un choix idéologique dans la manière de décrire l'état de nature. Pourquoi? Parce que... et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est une transition à la fois continue, de l'anthropologie à la politique, et à l'état de nature, disons, avant la politique même, mais c'est aussi disjonctif, parce qu'en fait, la politique, rétrospectivement, revient dans l'état de nature. C'est ce qu'il dit, hein, quand il dit que... donc en fait, on peut dire que Hobbes politiserait l'état de nature, alors que son projet, c'est précisément de décrire un état de nature qui n'est pas politique. Il lui prête des traits politiques. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, en fait, Hobbes pour Salins? Il consacre de simples instincts, c'est-à-dire de simples dispositions, de simples inclinations. Eh bien, il les consacre, d'une certaine manière. Il en fait l'essence même de l'homme. Alors, ce ne sont que des dispositions. Alors là, ça rejoint complètement la critique de Kropotkin, pour le coup. L'idée que l'homme ait des dispositions qui peuvent être entraînées dans un sens ou dans un autre. D'une certaine manière, Hobbes choisit déjà la direction. Et il consacre certains instincts, une certaine conception politique. Et effectivement, il n'est pas dur de montrer que Hobbes est par certains aspects un libéral, dans certains passages. Et au fond, il prêterait à l'homme de l'état de nature des traits qui sont en fait valorisés par l'état libéral, par l'État. Vous voyez le cercle vicieux, du coup, on prêterait des traits négatifs à l'homme qui sont ceux de l'État, et du coup on rend l'État nécessaire. Vous voyez, c'est une sorte de cercle que crée, un cercle vicieux, d'une certaine manière, que crée ici Hobbes entre l'état de nature et l'état politique. C'est exactement ce qu'il dit à la fin. Hein. C'est une tendance, il transforme une tendance à user de la force en droit d'en user. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, alors pour faire un peu l'avocat de Hobbes quand même, pour défendre Hobbes ici, c'est pour ça que j'ai essayé de devancer l'argument tout à l'heure en disant que le droit de nature pour Hobbes, à mon avis, n'est pas un droit au sens politique, au sens moral, au sens bien sûr juridique. Et que c'est bien un droit descriptif. Je crois que Hobbes ici ne moralise pas. Alors, on peut peut-être effectivement... moi je ne crois pas que ça tienne en fait. Hein, ce qu'opère, même si c'est séduisant, je ne crois pas que ça tienne. Puisque Hobbes ne cherche pas, il me semble, à moraliser quoi que ce soit. Peut-être qu'il politise sans s'en rendre compte, mais il me semble pas. Puisque ce droit de nature, c'est un droit purement descriptif. Un droit qui est simple. Ici, pour en fait, définir en fait, tout vivant, hein, le phénomène même de vie.
Et je crois qu'il y a une difficulté qui existe dans ce texte de Salins ici, de poser que Hobbes procède par saut d'une certaine manière, de manière disjonctive. Il me semble, alors là je me fais vraiment l'avocat du diable, hein, l'avocat du diable Hobbes, mais j'aime bien ça. C'est plus drôle quand même. Il me semble que ça permet à Salins d'une certaine manière d'éviter d'examiner ce qu'est la nature humaine. De dire qu'au fond, Hobbes politise déjà l'état de nature et qu'il ne déduit pas l'état de nature complètement de la nature humaine, alors que c'est ce que veut faire Hobbes. Il me semble qu'il est nécessaire de discuter l'anthropologie de Hobbes si on veut la critiquer, plutôt que de dire que l'état de nature est déjà politique. Et d'ailleurs, un argument, par exemple, qui peut aller dans ce sens, c'est ce que montre l'anthropologie, alors pas anarchiste pour le coup, mais l'anthropologie, par exemple, de Girard, hein, dont je parlais, qui est le désir mimétique. Ce que montre peut-être d'ailleurs la psychanalyse, alors je ne vais pas avancer sur un terme que je connais mal, mais peut-être que Freud peut aussi apporter bien sûr des choses, dans Malaise dans la civilisation, dans d'autres textes. Il me semble qu'il faut regarder de face cette question de la nature humaine. Le geste de Salins est tout à fait le geste inverse. Hein. Il se débarrasse de la question de la nature humaine. Je vous ai dit le titre de cet ouvrage explicite, hein, c'est la nature humaine, une illusion occidentale. Donc si on complète le texte de 1974 par ce texte beaucoup plus récent, eh bien on voit qu'il veut se débarrasser de cette question de la nature humaine. Alors avec des arguments qui sont pertinents aussi, c'est-à-dire que sa critique courante d'ailleurs, c'est que ça suppose une séparation entre nature et culture, qui n'existe pas chez beaucoup de peuples. Au fond, Salins montre que ça suppose de considérer que l'homme est à moitié bête, à moitié humain, d'une certaine manière, et qu'il reste toujours un animal au fond. Alors que Salins dit, chez la plupart des autres peuples, ils considèrent que c'est les bêtes qui sont d'autres humains, d'une certaine manière. Et donc la continuité ne se fait pas du tout dans le même sens. Oui. Ou la discontinuité, je ne sais pas. Donc ça serait le propre de la pensée occidentale, et en particulier incarné par Hobbes, de dire que l'homme reste une bête au fond, et qu'on n'a qu'à le déplorer au fond. Voilà, donc je crois que... il me semble que là, effectivement, c'est une solution pour le coup anarchiste, hein, de dire qu'au fond, le problème, c'est pas la définition de la nature humaine, qu'elle est malléable, qu'elle est en tout cas une forme d'illusion, peut-être. Et je défendrai peut-être l'idée qu'il faut faire prendre ce problème-là de face, d'une certaine manière. Donc, il me semble que Hobbes, il y a bien quand même une continuité entre... on ne peut pas lui reprocher ça, il me semble quand même, continuité entre sa définition, sa description des passions et de la raison humaine et son état de nature. Ici, il ne faut pas lui refuser, il me semble, cette cohérence-là. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup et je suis désolé pour les déplacements. Moi, j'ai une petite question. Un truc que j'ai pas bien compris. Oui. C'est comment le contrat il peut être renouvelé, là, le contrat entre... Chez Hobbes. Voilà, s'il y a un roi, en fait, s'il y a quelque chose qui n'est pas... Parce qu'on change, je pense, Oui. Peut-être on évolue, et du coup, si on définit quelqu'un une fois, Oui. Enfin, comment ce contrat il peut être renouvelé, en fait? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça me permet de préciser quelques points, d'ailleurs. C'est que, d'abord, mais c'est pas dans d'autres questions, ça. C'est pas impliqué par d'autres questions, plutôt. Mais c'est important quand même, le contrat n'a pas lieu avec le souverain. Voilà, le souverain est finalement hors contrat, d'une certaine manière. Il est désigné par le contrat, c'est la tierce partie désignée par le contrat, mais il n'est pas partie au contrat. Pas partie prenante du contrat. Donc ça, c'est le premier point. Donc, disons que là, pour le coup, ça pourrait... c'est pas parce qu'il y aurait un changement de souverain, par exemple, qu'il faudrait refaire un contrat avec un nouveau souverain. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puisque le contrat n'est pas avec le souverain. Alors après, effectivement, il y a tout le problème de la discontinuité. Alors, le contrat, en fait, le contrat, d'une certaine manière, il est entièrement tacite. Hein. C'est la soumission, en fait, qui fait contrat. À partir du moment où vous soumettez à une loi, vous respectez le contrat. Et donc, il parle notamment de ces souverainetés d'acquisition, quand il y a une conquête, par exemple, dans une guerre. Il dit, au fond, voilà, si les individus qui sont conquis par le nouveau souverain, enfin, par le souverain qui vient conquérir, se soumettent à la loi du nouveau souverain, ils sont sous le contrat du royaume de ce souverain-là. Ils n'ont pas trop le choix de se soumettre. S'il y a il montre dans un passage qu'un contrat qui est fait par peur, par exemple, est un contrat valide. Donc ça, il défend cette idée. Oui, si c'est... Voilà, il n'y a pas de... ça n'atténue pas la volonté du contractant. D'accord. Vous voyez d'ailleurs comment Hobbes récupère tout le vocabulaire du droit individuel.
D'ailleurs, c'est ce que reprochera Hegel, par exemple, à toutes ces théories contractualistes. C'est l'idée que le grand modèle de la politique, c'est un modèle individualiste, un modèle de contrat individuel. Alors que Hegel, par exemple, défendra un tout autre modèle en disant que l'État nous précède, la communauté nous précède. C'est pas un contrat d'individu à individu. Donc voilà, donc le contrat, il existe dès qu'il se répète, dès que la soumission se perpétue, au fond. Hein. Il n'y a pas tellement d'autres clauses dans ce contrat. Alors, qui est le changement de régime? Eh bien, je ne sais pas si vous passez du régime de la monarchie de Louis XVI à la monarchie, à la République, etc. À partir du moment où vous respectez les lois, vous changez simplement de souverain, mais vous gardez, le contrat se renouvelle. C'est quelque chose de très souple, au fond, l'idée de contrat, là, ici. Hein. Alors, vous venez de prononcer le nom de quelques-uns de nos rois, et ça me donne envie de vous poser une question relative à l'état psychologique de toute personne qui réfléchit à l'État et à la structure des institutions. En me demandant, non, pas forcément, les auteurs que vous diffusez, eux aussi, naturellement, en me demandant si, en quelque sorte, toute pensée de l'État et des institutions n'est pas obligatoirement réactionnaire ou, pour utiliser un mot qui n'est pas connoté, réactionnel à l'état politique de son temps. Je veux dire, Hobbes est un Anglais du XVIIe siècle, il y a l'affaire Cromwell, la Révolution anglaise, Rousseau est un homme des Lumières et il a connaissance de la manière dont fonctionne l'État colbertiste et Louis XIVien depuis 150 ans dans son temps. Et naturellement, ces penseurs sont peut-être amenés à faire la liste et l'inventaire de ce qui dysfonctionne à leur idée dans cet univers particulier de leur temps, ce qui a un impact très, très grand sur la direction de leur pensée. Vous savez, on ne peut pas être en désaccord avec ça, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout de toutes les conséquences non plus, parce que s'il s'agit de dire qu'on écrit en contexte, oui, ça incontestablement, et Hobbes écrit avec en permanence la question des luttes religieuses. La religion, c'est les deux tiers, voire les trois quarts du Léviathan. Hein. Oui, bien sûr, Rousseau écrit après avoir lu des récits de voyage qui déterminent sa vision des sociétés primitives. Bon, bien sûr. Donc ça, je suis d'accord, bien sûr, avec ça. Et effectivement, on peut pas, quand on lit un philosophe, il faut quand même essayer d'avoir la dimension historique dans laquelle il écrit, surtout la philosophie politique, pour le coup, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, l'anthropologie aussi, Mauss également, peut-être même Saline C. Scott, sans doute. Après, si les conséquences, c'est de dire que la pensée, mais ça je crois que c'est vrai d'une manière générale de tout penseur, de tout philosophe, quel que ce soit la philosophie politique ou autre chose, dire que du coup il est déterminé par son époque, et que du coup on tombait dans une forme d'historicisme, de relativisme. Là, moi, vraiment, quand on s'intéresse à un penseur, on ne peut pas tomber là-dedans, parce que ça voudrait dire que la pensée est périmée, quoi. Qu'elle n'a rien à nous apprendre parce qu'elle est contextualisée. Là, je crois que... Dater et situé, ce n'est pas synonyme de périmé. Oui, sauf que dater, ça vite le sens de périmé quand même. Donc, faut se méfier, quoi. Faut se méfier des conséquences quand même. Contextualiser, oui. Est-ce que Hobbes ne parle pas... Est-ce que ça veut dire que Hobbes ne parle pas des sociétés antiques ou des sociétés contemporaines? Là, je ne serais pas d'accord. Je pense qu'il en parle. Qu'il les conceptualise avec les outils de son temps. La notion de contrat est une notion d'antiquité tardive, si on veut, romaine, ou en tout cas moderne également. Peut-être, voilà, il le conceptualise. Aristote n'aura jamais formulé les choses en termes de contrat, Platon non plus, sans doute. Maintenant, qu'au moyen de ces notions-là contextuelles, il pense quelque chose d'universel, je crois que c'est vrai aussi. Et sinon, à quoi bon les lire, en fait? Oui, François. Ah oui. Il me semble me souvenir, c'est vieux, Ouais. qu'il a écrit un essai ou un traité de la nature humaine, donc qui s'appelle l'anthropologie. Hobbes, oui. Et là-dedans, il insiste beaucoup sur le fait que les hommes qu'il observe ont toujours des
trousseau de clés qui ferme tout à clé, Oui. le coffre, etc. Tout à fait. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que là, il part bien justement. Céline s'en parlait. Hein, Ouais. Mm. Il part bien d'un contexte, et après il pourrait aller dans le même sens, d'un contexte qui est le sien, pour en inférer quelque chose de la nature humaine qui l'inspirera profondément sa politique. Oui, mais alors, effectivement, c'est dans le De Homine ou le traité de l'homme, effectivement. Oui, alors Saline s'en parle, mais justement, alors, ça montre quoi? En fait, ça montre que la nature humaine persiste dans l'état social, au fond. Parce que pourquoi est-ce qu'on ferme à clé? Parce qu'on se méfie. Ben oui, mais on peut penser la chose dans le sens inverse. Quoi. Que c'est ça qui l'a inspiré pour déterminer cette conception. C'est vrai, alors ça serait pas faux, parce que, d'ailleurs, c'était un peu le sens de la question de... Quand je disais qu'au fond, pour Saline, Hobbes est obligé d'aller voir derrière les phénomènes, derrière les apparences, parce que... Mais pour le coup, il dit, d'ailleurs, il y a un passage où il dit, le bon modèle, on dit que le modèle c'est la physique chez Hobbes, non, il dit c'est la psychanalyse, le bon modèle. Parce qu'en fait, Hobbes va chercher des symptômes dans notre existence politique de l'état de nature, au fond, de la nature humaine. Et donc ça, c'est un symptôme, de même que la rivalité politique entre les individus, c'est un symptôme. En fait, il y a plein de symptômes de notre nature, de l'état de nature. Alors, du coup, je pense que ton raisonnement, c'est de dire qu'au fond, la méfiance naît de l'état politique. C'est l'état politique. Alors, on retourne dans l'argument kropotkinien. Bon, bah, c'est les institutions telles qu'elles sont qui nous poussent à nous méfier des autres. On ferme la clé pour ça, et donc, du coup, il l'extrapole en disant c'est notre nature, au fond. C'est pas mon raisonnement, c'était simplement... Bah, disons que ça pourrait être ça. Enfin, et là, dans ce cas-là, oui, on retourne dans l'argument de Saline, au fond. C'est il politise l'état de nature, il politise la nature humaine. Il parle d'un peut-être, mais alors dans ce cas-là, il faudrait vraiment montrer, par exemple, parce que la méfiance c'est une chose, mais il faudrait vraiment montrer que le désir de